Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurence Brunel, directrice pédagogique d'ISIS. Je suis moi-même infirmière de profession et j'ai été libérale pendant 13 ans. Puis j'ai bifurqué vers la formation depuis bientôt 15 ans. Nous sommes donc ensemble pour 1 heure. Ce webinaire sera composé d'une présentation de 40 minutes par notre expert, puis d'un temps réservé à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs commencer tout de suite à les poser dans le chat situé en bas à droite de votre écran. Notre expert y répondra tout à l'heure. Une précision importante, vous recevrez par mail le replay de cet épisode. Ce webinaire est donc le 3e de notre saga sur l'évolution du métier d'infirmier. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler de la consultation infirmière, car en effet, les consultations infirmières se développent un peu partout sur le territoire. Et le sujet est d'ailleurs en phase avec l'actualité de refonte du diplôme d'État, puisque le terme consultation infirmière est explicitement mentionné à plusieurs reprises dans le projet en cours. Alors, qu'est-ce que la consultation infirmière? Que fait donc une infirmière qui consulte? Quelle en est la rémunération? Avons-nous des exemples concrets? Sans plus attendre et pour répondre à toutes ces questions, je laisse la place à nos experts. J'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Vasseur, notre expert du jour. Pascal, vous êtes infirmier libéral, praticien en consultation, expert en nomenclature notamment et formateur chez ISIS. Nathalie Barral, vous êtes infirmière clinicienne et également praticienne en consultation et responsable pédagogique chez ISIS. Giuseppe Giardina, vous êtes également infirmier clinicien, praticien en consultation, infirmier libéral et formateur chez ISIS. Nathalie, vous allez commencer, je crois, par nous proposer un sondage. Une question va donc se présenter au milieu de votre écran, à laquelle vous répondrez de manière anonyme. Nathalie nous présentera ensuite les résultats globaux, puis Pascal vous apportera des éléments de réponse tout au long de sa présentation. Pour ma part, je vous laisse profiter de nos experts et je passe la parole à Nathalie. Merci Laurence. Oui, tout à fait. Nous allons commencer ce petit webinaire par 2 questions que l'on va poser aux infirmières qui sont présentes. Alors, d'après vous, est-il facile de développer une activité de consultation infirmière? Alors, j'ai un petit... Alors, on voit effectivement que beaucoup d'infirmières pensent que c'est pas tout à fait évident, effectivement, de développer une activité de consultation. Deuxième petit sondage à vous soumettre. À votre avis, quels sont les freins qui peuvent être, que vous pouvez retrouver dans la mise en œuvre, justement, de la consultation infirmière? C'est à vous. Allez, je laisse encore quelques minutes à tout le monde pour répondre. Voilà. Donc effectivement, hein, les infirmières pensent que c'est pas forcément évident et que les freins qu'on peut retrouver, c'est surtout la rémunération et le manque de temps. Pascal, je vous laisse commencer ce petit webinaire et puis nous expliquer un petit peu ce qu'est la consultation infirmière. Bonjour Nathalie, merci. Eh bien, effectivement, je vais essayer de répondre à votre questionnement concernant la consultation infirmière. Et je pense que la première des choses, c'est de savoir définir cette consultation infirmière. De quoi parle-t-on réellement? Si on va dans des définitions, notamment sur les hospices, les hôpitaux, genevois, on va voir que cette consultation infirmière dans le monde infirmier suisse existe depuis de nombreuses années et ils en ont donc une définition qui précise que c'est une prestation de soins formels, individuels et ambulatoires ou hospitalières en interaction avec le patient et son entourage. Elle peut être prescrite ou non par un médecin.
et elle va faire suite à la demande du patient, de ses proches, d'un collègue ou d'un médecin pour avoir des explications sur de la santé. Et bien évidemment, cette consultation infirmière va s'inscrire dans le trajectoire de soins interdisciplinaire du patient. C'est une définition qui peut sembler un petit peu complexe et on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus précis, notamment pour Isis, qui va définir cette consultation comme un processus plutôt dynamique, qui va mettre en valeur les champs de compétences spécifiques de l'infirmière dans un rôle essentiellement autonome ou rôle propre et qui s'appellera bientôt le rôle spécifique. Et on fera une évaluation de l'état de santé, des besoins en santé de la personne, avec une identification de ses ressources. Et on va, à la suite de cela, grâce au raisonnement clinique, pouvoir élaborer des stratégies au travers d'entretiens ou des examens cliniques. Dans cette définition, vous voyez que le raisonnement clinique est quelque chose de mise. Bien évidemment, on va définir avec le patient, et c'est possible dans sa réalité, des objectifs qui sont bien individualisés. De temps en temps, on peut être amené à pratiquer des gestes techniques. Ça peut s'agir d'une tension, d'un poids, d'une taille, etc. Et l'objectif de cette consultation a pour idée d'informer, de conseiller, d'enseigner parfois, mais surtout d'accompagner le patient sur sa problématique de santé pour le rendre autonome de cette difficulté. Et bien évidemment, cette consultation sera évaluée pas à pas et dans sa globalité pour l'atteinte des objectifs. Donc, en résumé, j'aurais tendance à dire que la consultation infirmière va permettre d'identifier une ou des problématiques de santé de la personne et qu'à partir d'un raisonnement clinique, l'infirmier va être en capacité de proposer un programme thérapeutique co-construit permettant à la personne de gagner en autonomie dans ses auto-soins pour un maintien de santé optimal. Donc voilà un peu à quoi sert cette consultation et dans sa définition. Je pense que ça rentre clairement dans des actions d'éducation à la santé comme le Code de santé publique peut le proposer. Alors bien évidemment, il s'agit ici de faire très attention à ce qu'est cette définition de la consultation infirmière et en aucun cas ça ne s'apparente à la consultation médicale. Ce petit tableau pour vous redonner quelques explications concernant la différence entre le diagnostic médical et le diagnostic infirmier, qui fait du coup la part des choses entre la consultation médicale et la consultation infirmière. Quand on est au niveau médical, bien évidemment, il va, ce diagnostic médical, définir le processus de la maladie. L'orientation, elle est toujours sur la pathologie. Il y aura un guide de la prescription médicale et bien évidemment un infarctus du myocarde que vous trouviez à New York, à Paris ou à Tokyo, ça sera toujours la même définition. Quand on est sur le diagnostic infirmier, il s'agit là plutôt de décrire les réactions de la personne face à une maladie. Bien évidemment, le regard est orienté vers la personne soignée et non pas sur sa maladie, c'est bien de définir comment on vit avec cette maladie au quotidien. Nous avons un guide de la prescription infirmière et là où la difficulté est de mise, c'est que la taxonomie en recherche n'est pas encore universelle et comment pourrais-je dire ça je vais avoir du mal à le trouver. Tiens, l'exemple, c'est qu'un exemple sur le diagnostic infirmier peut ne pas avoir la même résonance. Je vais reprendre mes exemples, que l'on soit à New York, à Paris ou à Tokyo, parce que les choses sont liées aussi à la culture individuelle des peuples, et donc on n'a pas la même représentation de cet accompagnement. Donc voilà un petit peu pour ce diagnostic médical et ce diagnostic infirmier qui illustre la consultation médicale d'une part et la consultation infirmière. Je rappelle déjà que c'est nullement en opposition, bien évidemment, mais plutôt en complémentarité de la consultation médicale et c'est en ce sens qu'il faut se présenter quand on est dans le cadre d'une consultation infirmière. Je suis bien en complémentarité de la consultation médicale. Je vais participer à la bonne compréhension à la fois parfois de la maladie et des différentes éléments qui vont entourer cette pathologie, mais c'est bien là mon idée et mon suivi auprès de la population.
Alors, le rôle spécifique de l'infirmière en matière de soins à domicile, je pense que l'avenant 6 nous a apporté beaucoup de possibilités quant à l'idée de mettre en place de la consultation infirmière. Je vous ai repris quelques exemples issus de l'avenant 6. Alors, on avait déjà, même avant ça, l'acte de surveillance clinique chez un patient diabétique insulino-traité depuis 75 ans. L'idée de faire un AMI4 de façon hebdomadaire participe bien à une idée de consultation infirmière autour du patient diabétique insulino-traité. Et puis, on va voir avec lui les différents points de questionnement que peut avoir ce patient. Ça peut aller sur un équilibre alimentaire, comme ça peut être sur la surveillance, l'autosurveillance de sa peau, etc., etc. On a, avec l'avenant 6, eu des soins spécialisés, notamment dans le cardio-BPCO, avec l'AMI 5,8, qui s'apparente, lui, à une consultation hebdomadaire sur le suivi de ce patient cardiaque ou de ce patient BPCO, à la sortie d'une exacerbation et d'une hospitalisation pour cette pathologie, qui fait que, du coup, on va non pas s'attacher à la maladie, mais on va bien s'attacher à quels conseils donner à ce patient pour qu'il ait un niveau de santé optimal au regard de la pathologie qu'il a depuis quelques années. Le bilan initial de la plaie fait également partie de cet avenant 6, puisque vous savez que dans le cadre de la prise en charge d'une plaie lourde et complexe, vous allez avoir cette possibilité d'initier ce bilan de la plaie, qui est une consultation de la plaie, mais pas que, puisque on va refaire un état des lieux du patient, de ses comorbidités éventuellement, et puis on fera une description anatomoclinique de cette plaie avec le projet de soins autour de cette prise en charge, et donc c'est quelque chose d'extrêmement complet qui nécessite bien évidemment une traçabilité. Vous avez également l'accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse. C'est un acte qui se décompose en 3 consultations maximales. La première est en AMI 5,1 et les deuxième et troisième consultations possibles sont en 4,6. Il s'agit ici de prendre en charge et d'accompagner un patient lorsqu'il a une prescription médicamenteuse un peu fournie, on dira, et qu'il est perturbé par cette nouvelle prescription qui peut l'effrayer parfois. Alors, on peut tout simplement aller dans le cadre d'une consultation sur les AVK, par exemple. Ça peut être également une consultation sur les anticancéreux oraux. Bref, tout ce qui peut perturber un patient et qui s'accompagne ici de conseils que l'on peut donner à ce patient pour qu'il puisse éviter une iatrogénie médicamenteuse, éviter un surdosage médicamenteux, une incompréhension, voire une hospitalisation dans des faits qui sont parfois marquants. Enfin, nous avons le bilan de soins infirmiers qui nous propose aujourd'hui 2 onglets, un onglet relationnel et un onglet éducatif. N'oublions pas que le bilan de soins infirmiers n'est pas exclusivement réservé à une prise en charge de nursing ou autre, mais qui peut s'accompagner, et c'est ce qui remplace aujourd'hui ce que l'on a connu sous la terminologie de l'AIS4. Donc voilà un petit peu, dans le cadre de la prise en charge conventionnelle, ce qu'on peut en dire à ce niveau. Bien évidemment, ce raisonnement clinique, il est mis également en valeur au profit de nouvelles actions que l'on peut avoir dernièrement. Alors, je parlerai de la prescription vaccinale infirmière qui, à partir du moment où vous avez réalisé la formation de 10h30, vous octroie la possibilité de prescrire de la vaccination aux plus de 11 ans au sein d'un calendrier vaccinal français. Il va sans dire que cette prescription doit absolument s'accompagner d'une consultation vaccination, même si aujourd'hui la rémunération est encore faible puisqu'on est à un AMI 3,05, mais c'est nécessaire d'avoir cette consultation pour s'engager dans ce principe de la vaccination faite par une infirmière et de cette prescription, parce que il y a bien sûr à éliminer toute personne qui ne ferait pas partie et ne serait non éligible à cette vaccination. De la même façon, peut-être avez-vous entendu parler des bilans de prévention qui sont mis en place aux 4 âges de la vie. Il s'agit ici des 18-25 ans, des 45-50 ans, des 60-65 ans et des 70-75 ans. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces assurés sociaux vont recevoir de façon
identique à un questionnaire de santé, bien évidemment qu'il est adapté à la tranche d'âge. Une fois qu'ils auront répondu de façon volontaire à ce questionnaire, ils pourront prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé. 4 effecteurs sont actuellement identifiés pour pouvoir répondre à ces bilans de prévention. Il s'agit du médecin traitant, d'un pharmacien, d'une sage-femme ou d'un infirmier libéral. Nous sommes tous rémunérés à la même hauteur, c'est-à-dire 30 € cette consultation, prise en charge 100% par la sécurité sociale. Donc, bien évidemment, revenons à l'activité de l'infirmier. L'infirmier qui va recevoir une personne dans le cadre d'un bilan de prévention, il faut savoir interroger la personne sur ce qui l'a motivé à venir prendre ce rendez-vous de prévention. Et puis, il faudra savoir pointer éventuellement aider en cela avec le patient des difficultés que peut rencontrer le patient dans le cadre de cette prévention. Alors, il peut s'agir tout simplement d'un défaut de vaccination avec un retard, mais ça peut être aussi en fonction de l'âge, ne pas avoir fait son dépistage colorectal alors que l'on a reçu le courrier, ou alors ne pas avoir fait de dépistage en termes de mammographie. Et il s'agira ici de questionner sans doute le pourquoi de cette situation qui peut sans doute être une crainte qui peut s'entendre tout à fait bien. Et donc, il faudra à nouveau accompagner les patients. Ce bilan de prévention est estimé aux alentours de 40-45 minutes, aidé en cela par un entretien motivationnel. Il faudra bien sûr faire un compte-rendu qu'il faudra déposer sur mon espace santé. Donc, vous voyez que là encore, beaucoup d'exemples. Je pense que l'année 2024 est une année charnière pour l'infirmière. Il va falloir se saisir de beaucoup d'actions à ce sujet. Alors, la consultation infirmière, si on fait un peu d'historique, elle peut exister dans différents milieux. Elle peut être généraliste ou spécialisée. On vous donnera d'ailleurs à ce sujet quelques exemples en fin de session. Ça peut être au niveau libéral. Au niveau hospitalier, il est peu choquant de voir aujourd'hui dans n'importe quel hôpital une pancarte marquée consultation infirmière. Ça peut être en plaie cicatrisation, ça peut être en douleur, etc. C'est quelque chose d'assez usuel aujourd'hui. N'oublions pas que nous avons également des collègues infirmières qui sont en santé au travail et qui font de la consultation sur la santé au travail. Nous avons également des collègues qui sont au niveau scolaire et universitaire et qui ont un rôle de consultant. Nous avons également des équipes mobiles qui peuvent être au niveau des CMP. On peut retrouver ces consultations également dans les établissements de santé ou des réseaux, des centres de rééducation et d'hébergement, voire même les soins palliatifs. N'oublions pas les équipes mobiles, elles sont également dans le cadre de la consultation. Et puis aujourd'hui, on pourrait imaginer que ces consultations puissent être issues d'exercices coordonnés au sein des ESP, des CPTS et des MSP. Donc voilà un petit peu sur ces différents modes, donc une variabilité d'exercices avec bien évidemment dans chacun de ces exercices un bornage et un cadrage nécessaires. Alors, des domaines de connaissances, bien sûr, on peut faire de la prévention primaire avec de la promotion de la santé, un maintien de la santé, ou voire une prévention de la maladie. C'est ce qu'on propose d'ailleurs dans le cadre des bilans de prévention tout dernièrement. De la prévention secondaire, c'est faisant suite à une maladie, on sera notamment dans le cardio-BPCO pour prévenir d'une aggravation éventuelle de ces pathologies et faire en sorte que la population puisse avoir un niveau de santé optimal au regard des pathologies qu'ils ont déjà. Et puis, on peut avoir une prévention tertiaire pour essayer d'apporter une solution. On est plutôt dans le réparer dans ces cas-là, sur un soutien, une adaptation aux difficultés liées à un problème de santé, voire une diminution des séquelles. Donc, vous voyez que cette connaissance applicable à différents niveaux de prévention est tout à fait de mise et tout à fait à la portée des infirmiers. Encore faut-il se donner un peu les moyens d'aller vers cela. Alors, que fait réellement une infirmière qui consulte ? Je pense que vous en avez déjà un peu un aperçu. Bien évidemment, il va y avoir un raisonnement clinique qui va se mettre en place avec un entretien clinique et un examen physique. Ce sont les deux choses qui sont indispensables pour pouvoir amener à un diagnostic et voir une analyse clinique. Et donc, ce raisonnement clinique étant mis en place, vous allez avoir derrière un raisonnement thérapeutique, bien évidemment, puisqu'on va avoir une proposition
à faire ou des propositions à faire aux patients. Je rappelle qu'on est plutôt dans un mode co-construit, donc on va valider avec ce patient les possibles en termes de thérapeutique. Et bien évidemment, il faudra poser des objectifs à court, moyen et long terme. Ces objectifs devant être, avec un acronyme que je vais vous citer, SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent être simples, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Et c'est bien vous, les infirmiers, qui avez cette capacité d'écoute et de mesure pour permettre aux patients de monter les marches une après l'autre et non pas 4 à 4, parce que vous savez très bien que sinon nous allons perdre le patient dans cette évolution. Les interventions, elles seront bien sûr à proposer. On peut être sur je fais avec le patient, je vais faire au patient. Et pour cela, vous avez des guides qui peuvent vous aider, notamment au niveau de la haute autorité de santé. Et vous avez un tas de techniques qui peuvent vous aider à transférer de la compétence progressivement au patient, pas à pas, toujours là où le patient veut. N'essayez jamais de proposer ou de faire des choses quand le patient, vous le sentez, il n'est pas en capacité actuellement de le faire ou il a une petite réticence. J'ai toujours dans l'idée les patients chez qui on veut coûte que coûte éduquer cette fameuse poche de stomie et on sait très bien que pour certains, c'est pas le moment et qu'ils se sont quasiment même détachés du soin parce que c'est pas eux. Ils ne se reconnaissent pas dans ce soin-là et pour l'instant, ils vous le confient. Et c'est tant mieux comme ça parce qu'il faut un temps pour tout. Bien évidemment, des résultats au regard de ces objectifs qui sont posés et qui vont faire que je vais réactualiser, je vais réajuster en fonction du pas à pas sur ce chemin que vous allez construire avec le patient. Et puis, il y aura une évaluation qui peut être de séance en séance, bien évidemment, sur ce qui a été produit au cours de la séance, et puis une évaluation globale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est advenu de ce patient? Est-il autonome? Faut-il avoir une autonomie à 100%? Sûrement pas. Ce serait illusoire que de penser à cette autonomie à 100%. Mais si vous avez fait gagner à un patient 10%, 20% ou 30% d'autonomie, eh bien c'est ça de gagner. Ne vous inquiétez pas, ne visez jamais à un 100%, ça ne sert à rien. Tout dépend aussi de là où vous êtes parti avec le patient. Mais ce qu'il faut absolument, et coûte que coûte, c'est un accompagnement avec le patient. Ni vous êtes devant à le tirer, ni vous êtes derrière à le pousser, mais vous allez faire le pas avec le patient. Il fait un pas, vous faites le pas avec lui, il veut s'arrêter, vous vous arrêtez. C'est-à-dire qu'on va aller là où veut aller le patient et non pas où vous souhaitez aller avec ce patient. Bien évidemment, vous savez cette finalité parce que vous avez fait des études et que vous avez l'habitude d'accompagner des patients depuis de nombreuses années, mais n'oubliez pas que c'est bien la personne qu'on accompagne et pas l'inverse. Donc voilà un petit peu sur ce raisonnement thérapeutique. Alors, un petit tableau pour vous faire une évaluation. Bien évidemment, on va recueillir des données avec un examen clinique. Donc cet entretien clinique et cet examen physique qui est nécessaire, plus des données paracliniques. Peut-être que vous auriez un petit courrier où vous allez peut-être avoir des résultats d'examen, de labo, etc., de radio. Bref, cette évaluation, elle est initiale. C'est là où vous allez poser votre raisonnement diagnostique pour pouvoir analyser et interpréter ces résultats de façon à identifier des symptômes, des signes, des risques de complications. Vous allez pouvoir poser des hypothèses diagnostiques que vous allez valider ou invalider avec le patient. C'est là où un petit questionnement de temps en temps, question ouverte, question fermée, va vous permettre de faire le point avec ce que vous avez compris, ce que vous avez pensé comprendre ou ce que réellement le patient a voulu vous dire. Et puis, vous poserez un diagnostic infirmier et vous verrez quels problèmes peuvent être traités en collaboration, parfois avec d'autres professionnels de santé. Le raisonnement thérapeutique va vous amener à décider, c'est-à-dire c'est identifier des objectifs au regard du diagnostic et bien évidemment, tout cela ne peut se faire qu'avec l'accord de la personne, soignée à court, moyen, long terme, avec des objectifs type SMART, comme je vous l'ai précisé précédemment, de façon à ce que ce soit fluide et que le patient se sente compris avec l'infirmier qui le prend en charge. Et donc, on va identifier ces interventions, on va les valider avec le patient et ça va être un petit peu comme un jeu. Eh bien, voilà, cette première séance, je vous propose telle et telle chose. Une deuxième séance, ce sera peut-être ça. Une troisième, etc. Et puis, on fait des évaluations pas à pas. Agir, je vous ai dit, on est sur des interventions propres,
la plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des interventions qu'on va réaliser avec le patient dans ce binôme qu'on construit avec lui. De temps en temps, ça peut être avec de la collaboration parce que au décours d'un entretien avec un patient, on peut avoir besoin d'un renfort avec notre professionnel de santé. Je parle là, mettons, même du médecin traitant, parce qu'on a identifié une problématique et il est nécessaire d'en faire part au médecin traitant, toujours avec l'accord de la personne soignée, bien évidemment. Et puis viendra le temps des évaluations. On peut avoir des échelles, on peut faire de l'observation, on peut avoir de données subjectives. Il y a des échelles de qualité de vie aussi qui peuvent être proposées aux patients pour leur faire juste comprendre qu'ils étaient peut-être au point A au démarrage et que maintenant ils sont au point B. Parfois, les patients n'arrivent pas à imaginer ce trajet et c'est bon que vous puissiez leur dire, mais vous voyez, quand on s'est connus, vous étiez là, aujourd'hui vous êtes ici, est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru? Et ça, généralement, les patients ont du mal dans cette optique-là. Donc voilà un petit peu pour ce schéma. Et je voulais vous l'illustrer avec le bilan initial de la plaie. C'est quelque chose qui est peu utilisé encore par les infirmiers. Il peut peut-être faire un peu peur parce que, oulala, c'est un AMI ou un AMX11, donc c'est tout de suite beaucoup de sous et les infirmiers ne savent pas trop comment utiliser. Alors, je rappelle que le bilan initial de la plaie, c'est quelque chose qui tourne autour de l'évaluation de la situation du patient. Donc, il est important de repérer éventuellement des pathologies qui peuvent avoir un retentissement sur la plaie. Ça peut être du diabète, ça peut être de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, etc. Il faudra faire une fiche descriptive de la plaie. Cette fiche descriptive, c'est une description anatomo-clinique de la plaie qui va être bien préciser le type de plaie, à quel endroit, quels sont les tissus qui sont impactés dans le cadre de cette prise en charge. Est-ce que ce sont des tissus qui sont nécrotiques, fibrineux, bourgeonnants ou en phase d'épidermisation? Il faudra proposer au regard de cette description anatomo-clinique une élaboration du projet de soins. Bien évidemment, si j'ai des tissus qui sont nécrotiques, l'idée principale, c'est quand même bien de faire de la détertion de plaie. Donc, vous voyez que votre projet de soins, il est là bien inscrit, même si, in fine, et à plus ou moins long terme, votre objectif final, il est bien d'avoir cicatrisé la personne que vous prenez en charge. Et puis, il y aura la réalisation du pansement qui se compte dans le 11 et vous ne mettrez pas de majoration de coordination infirmière. Donc voilà un petit peu comment ça se compte. Rappelle qu'il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance pour initier le bilan de la plaie, puisqu'il vous suffit juste d'avoir une ordonnance qui vous dit pansement lourd et complexe. Okay? Donc voilà un petit peu où on en est par rapport à ça. Alors, je l'ai illustré d'un schéma. Alors, il peut sembler un peu un petit peu fouillé comme ça, mais reprenons ensemble. Vous voyez qu'on prend en charge ce patient porteur d'une plaie et on va faire un examen clinique. On est tout en haut du tableau. Cet examen clinique, il se fait à partir d'observation. J'observe le pansement en place. Je vais observer le pansement une fois qu'il a été ouvert, mais au préalable de ça, j'ai aussi observé le patient. Je l'ai peut-être observé quand il est venu m'ouvrir la porte ou quand il est entré dans le cabinet. Est-ce qu'il avait une claudication? Est-ce qu'il était à l'aise dans sa mobilité, etc. J'observe tout. Et puis ça, on est très fort pour observer. Je vous rappelle que nous sommes des infirmiers. Donc, une fois qu'on a fait cet examen clinique, je vais avoir deux branches. J'ai un entretien clinique et j'ai un examen physique. Alors, mon entretien clinique, vous avez imaginé, c'est l'interrogatoire du patient. C'est essayer de repérer un petit peu cette plaie. Dites-moi un petit peu comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous la vivez tous les jours. On pourrait peut-être imaginer la méthodologie MTVED dans ces cas-là sur la maladie, la plaie. Le MT, traitement, qu'est-ce qui a déjà été mis dessus? Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est quelque chose qui date, etc. Comment vous vivez avec cette plaie au quotidien? Je vis pas bien parce que j'ai les jambes qui gonflent, je peux pas faire mes courses, etc. Voilà un style de réponse. Et puis, est-ce que pour pallier tout ça, vous avez des aides possibles? Et quel est votre projet de vie? Est-ce que vous avez, globalement, sur une plaie, est-ce que vous avez envie de cicatriser? Je vais un peu fort, mais on sait très bien que pour certaines personnes qui sont isolées, la plaie est l'appel de l'infirmière et c'est parfois la seule visite. Donc,
exprimer à un patient « ne vous inquiétez pas, je vais vous cicatriser la plaie » peut pouvoir faire peur à la personne qui va se dire « mince, si elle me cicatrise, je vois plus personne ». Donc, on est là sur l'entretien clinique. Et puis, parallèlement à ça, bien évidemment, vous avez ouvert ce pansement, vous avez examiné le lit de la plaie, vous avez examiné les berges de la plaie, vous avez examiné la peau périlésionnelle, vous avez pris des décisions grâce à cette évaluation et cette observation. Vous avez décidé peut-être de faire du débridement ou de la détertion, vous avez décidé de mettre un pansement propre à l'exsudat parce qu'il fallait contrôler cet exsudat. Peut-être qu'il y a une infection parce que vous avez des signes patents, rougeur, chaleur, douleur, etc. Il y a peut-être une odeur. Et puis donc vous allez faire le choix d'un dispositif médical éventuellement qui n'est peut-être pas approprié à celui que vous a été prescrit et vous ferez de la prescription infirmière. Tout ça pour amener à une cicatrisation, oui, non, avec une réévaluation et bien évidemment, pendant tout le temps de ces prises en charge, vous avez une traçabilité des écrits. Voilà typiquement une consultation infirmière sur la plaie. Elle est décrite dans son absolu, mais ça montre bien tous les temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends un patient dans le cadre d'une prise en charge de plaie, je ne fais pas que changer un pansement. Il y a tout un raisonnement clinique qui se met en place parce qu'il y a des réponses. C'est un petit peu comme un entonnoir. Vous avez beaucoup de questions au démarrage et qui va se terminer par une mise en place d'un pansement ou d'une technique, etc. Donc voilà un petit peu l'exemple que je voulais vous montrer par rapport à ça. Alors bien évidemment, quand on est sur une consultation, on a des points de vigilance. Vous allez apporter de l'information au patient. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert judiciaire à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, donc c'est sûr que j'étais obligé de vous faire une petite diapo de ce style qui vous montrait un petit peu la responsabilité de notre corps de métier par rapport à ça, et c'est important de le savoir. L'information au patient, elle est de mise. On a des responsabilités dans le cadre de notre rôle propre et de nos prescriptions aussi. On doit avoir le consentement du patient sur les soins que nous réalisons. Bien évidemment, en fonction, ne vous parlerai-je pas de la fraude et des abus de cotation, mais ce n'est pas le jour ni le moment aujourd'hui. Nous avons des actes techniques avec de la détertion de plaies, etc., ou du nettoyage de plaies dans le cadre de ces consultations de plaies. On peut faire des photographies de plaies et on doit assurer une traçabilité des soins et de leur suivi. Donc voilà un petit peu, autour d'une consultation, tout ce qui est mis en place. Et donc ça demande une vraie rigueur, c'est un vrai processus dynamique, pas à pas, on met les choses, on ne chante pas une étape pour une autre, mais on fait bien les choses de façon construite. Donc ça, c'était mon petit point sur les plaies. Alors, ces consultations, je vous l'ai dit, sont de réelles opportunités pour les infirmiers et j'en ai la conviction intime, surtout en 2024. Au dire du ministère de la Santé et des consultations qu'ils ont à droite à gauche, le mot, comme vous l'a dit Madame Brunel, le mot consultation va arriver dans la définition avec l'infirmier. Il y avait un congrès à Montpellier, pas plus tard que la semaine dernière, sur tout ce qui était les maisons de santé, etc. Le mot de consultation a été évoqué par le ministre en parlant des infirmiers. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je pense que il faut vraiment prendre le train en marche. Et surtout ne pas faire la politique de la chaise vide. On nous le propose, il faut y aller, il faut les mettre en place, parce que si on ne le fait pas nous, ils imagineront bien un métier ou un autre par la suite qu'ils feront à notre place. Donc il faut vraiment y aller. Donc peut-être au sein des CPTS, c'est quelque chose qui peut être avec les nomenclatures professionnelles. Vous voyez que dans le bilan de la plaie, on va avoir la lettre RID de mémoire, si je ne m'abuse pas, je crois que c'est ça, à 30 €. Peut-être que demain, on aura une lettre clé sur la consultation, peu importe. Ce sont des choses qui vont se mettre en place. Il faut peut-être avoir de la connaissance, il faut comprendre, mais il faut surtout les mettre en œuvre pour être impliqués et ensemble faire qu'on ait cette reconnaissance. La plus-value que l'on peut avoir, c'est surtout qu'on va avoir une autre visibilité de l'infirmier de la part de la population. Si aujourd'hui, on faisait un sondage, bien évidemment, le risque de ce sondage, c'est un infirmier fait des piqûres, des pansements, des toilettes. Bon, Dieu sait que nous ne faisons pas que ça, bien évidemment, et qu'on a un gros rôle à jouer dans l'éducation à la santé de la population, à notre niveau, au niveau infirmier, avec
notre vocabulaire, avec notre façon d'être, avec ce savoir-faire infirmier qui nous octroie la capacité de rentrer en relation avec la population. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment de notre métier. Et ça s'apprend, vous l'avez appris, nous l'avons appris tous ensemble. Cette consultation, elle va participer, je pense, de très près, à tout ce qui est santé publique, et notamment avec les bilans de prévention, parce que je reviens un peu en arrière, mais sur les bilans de prévention, vous imaginez bien que les médecins traitants qui ont déjà pas beaucoup de disponibilité pour faire du curatif, c'est pas eux qui vont se lancer dans les bilans de prévention à 40 minutes. Le pharmacien n'a rien à vendre derrière. La sage-femme, elle a dit youpi tralala, mais moi je veux que les femmes. Donc la population générale, qui va la prendre en charge si c'est pas les infirmiers? Donc on a un vrai rôle à jouer là, de façon à montrer aussi que nous savons œuvrer dans le cadre de la prévention et que tout ça apportera à un moment ou à un autre un bienfait à la population. Il faut donc, c'est impératif, se faire reconnaître, il faut être visible, tous les moyens sont bons. Non, pas tous, pas tous, attention à la publicité. Donc la promotion professionnelle, vous pouvez faire des flyers, des affiches, vous avez le droit au site internet, vous pouvez faire des diaporamas quand vous faites des présentations, y compris dans les IFSI, etc. Quand on explique la profession d'infirmière en IFSI, il est peut-être bon d'expliquer de façon très large quelles sont les possibilités d'un infirmier au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir des questionnaires de satisfaction. Et puis, alors les curriculum vitae, les lettres de motivation, c'est quand on est un peu plus impliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la représentation de la consultation infirmière, il faut se faire connaître. Et la première des choses, c'est sans doute le flyer que vous allez distribuer aux médecins et non pas en masse le samedi matin sur la place du marché, bien évidemment, mais vous allez le distribuer à un médecin en disant, docteur, je fais de la consultation sur les thématiques que vous avez pu voir ou d'autres thématiques. On va vous montrer des exemples. Et puis, ce médecin, il sera intéressé pour ce patient qu'il va vous orienter dans le cadre de cette consultation. Pensez aussi, on n'est pas suffisamment performant à ce niveau-là, mais dans un cabinet libéral, on peut tout à fait avoir un livret d'accueil du cabinet, on pourrait avoir un livret du patient ou un passeport patient, c'est pas illogique. Vous pourriez très bien présenter les plus de votre cabinet, indépendamment de vous êtes la meilleure et la plus belle, mais vous allez avoir cette idée de peut-être qu'on fait des soins techniques, peut-être qu'on peut prendre une patientèle jeune parce que dans l'équipe il y a une puère par exemple, etc., etc. Donc il faut savoir présenter votre cabinet, les ressources, peut-être les formations que vous avez pu engager au sein du cabinet, au sein des différents collaborateurs du cabinet. Tout ça est à mettre en œuvre pour montrer aux gens ce qu'on est capable de faire et l'implication que vous avez eue auprès de votre profession et dans le cadre de la formation. Enfin, il reste la coordination. Il faut à un moment, si on veut être reconnu, il faut savoir également reconnaître les autres. Donc, quand on est sur des prises en charge, il faut savoir mettre en place du courrier, il faut savoir faire un courrier à un médecin, le remercier de l'envoi de tel et tel patient, etc., dans le cadre d'une consultation. Et rien d'anormal à faire, docteur. Je vous remercie de m'avoir confié monsieur ou madame machin machin, voilà, que je vois avec plaisir dans le cadre de la consultation. Et puis, vous pouvez nommer cette consultation. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé de la situation ou des progrès réalisés par monsieur, madame, machin, machin. Voilà, c'est des choses simples, mais un premier courrier va engager progressivement un deuxième, un troisième, etc. et une relation qui se mettra en place. Quelques exemples. Je regardais le temps pour savoir si je parle beaucoup. Les exemples de mise en œuvre de la consultation. Alors, j'avais un exemple, un dernier à vous proposer, mais là, je pense que c'est Giuseppe ou Nathalie.
Alors, déjà, on voulait présenter quelques exemples généraux en fait de consultation infirmière, hein. C'est vrai qu'on a eu déjà pas mal d'infirmières qui ont mis en place la consultation, donc notamment donc à Valence auprès de patients anxieux, donc avec les consultations préopératoires. Donc Giuseppe va nous en parler un petit peu plus. Vers Montpellier, il y a des consultations qui sont faites au niveau du suivi des chimiothérapies orales. En Corse, on a beaucoup d'infirmières qui ont fait des consultations par rapport au sevrage tabagique. Aux alentours de Béziers, on a de la consultation infirmière qui se fait auprès des personnes âgées, fragiles. Et au niveau de Perpignan, on a beaucoup d'infirmières là aussi qui se sont formées et qui ont mis en place des consultations auprès des patients douloureux et en addictologie. Donc c'est vrai que voilà, on a déjà des exemples généraux de consultation infirmière. Après, voilà, Giuseppe ou d'abord Pascal, si vous voulez bien revenir un petit peu sur les bilans de prévention, sur cette expérience de la MSA qui avait été mise en place il y a quelque temps. Oui, alors ça, c'est une consultation qui existe. Donc, c'est un projet d'une association marseillaise qui a été présenté à la direction générale de la Mutualité sociale agricole à Paris, que j'ai présenté il y a 4 ans déjà, où l'idée était de mettre en place une consultation auprès des agriculteurs, mais pas que, puisque la MSA ne concerne pas que les agriculteurs, mais essentiellement une consultation infirmière pour objectif de raccrocher les sous-consommants en santé à un parcours de santé. Donc l'idée, c'est que la MSA identifie les sous-consommants en santé. Donc il n'y a pas de médecin, pas de pharmacien, pas de dentiste, il n'y a rien, absolument rien depuis l'année précédente. Ils sont identifiés. Il y a une plateforme qui appelle ces gens pour leur proposer une consultation avec une infirmière. Les consultations sont réalisées dans la région où ils habitent, à moins de 30 km la plupart du temps. Et donc, vous allez avoir des matinées qui sont consacrées entièrement à la consultation. Et ces infirmiers vont recevoir une dizaine de personnes avec un questionnaire un peu l'identique du questionnaire du bilan de prévention. Et ce questionnaire, eh bien, les infirmiers ils sont rompus à cette habitude de brosser d'un coup de regard le questionnaire qui a été rempli, d'identifier les problématiques de santé. Grâce à cela, ils vont pouvoir discuter et appréhender la problématique qui est nommée par le professionnel, par l'agriculteur, pardon, et puis donner des conseils, etc., voire inciter la personne à retourner vers le médecin lorsqu'il s'agit d'une affaire un peu grave. Et ce qui a permis depuis 4 ans que ça existe maintenant, notamment sur des dames qui n'avaient pas fait la mammographie et qui se sont dit bah oui, elle a raison l'infirmière, je vais aller le faire. Et puis en faisant la mammographie, il y avait déjà un cancer qui était déjà installé, mais qui a réussi à être guéri. Et on a comme ça du coup des gens qui sont pris en charge, on va dire ouf à temps. Donc c'est quelque chose qui se fait actuellement sur toute la France et qui ne se fait qu'avec des infirmiers libéraux qui sont conventionnés. Donc voilà pour cet exemple de consultation. Très bien, merci Pascal. Giuseppe, si vous voulez un petit peu nous expliquer donc la consultation en préopératoire. Ouais, je vais prendre la main. Du coup, bonjour à tous. Et puis je vais reprendre ce qu'a dit Pascal. En fait, ça reste un projet personnel, mais un projet en collaboration. La consulte préop, donc j'ai eu l'occasion de participer et de mener des consultations préopératoires auprès de 2 chirurgiens. Nous étions salariés de ces 2 chirurgiens et c'était à l'initiative d'une de mes collègues clinicienne et qui, par expérience au sein du bloc opératoire, a voulu mener quelques actions avec les anesthésistes et notamment l'utilisation de méthodes non médicamenteuses. Donc, de fil en aiguille, elle a proposé et elle a monté son projet personnel autour de la consultation infirmière pré-op et notamment en utilisant les recos de l'HAS qui demandent justement à ce que l'on mette en place des consultations préopératoires pour apporter un maximum d'informations et d'éducation aux patients pour améliorer en fait leur prise en charge et péropératoire, mais aussi en post-opératoire. Donc, dans l'entretien que l'on menait, qui durait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, on recevait donc tous les patients qui étaient amenés à avoir une chirurgie avec les 2 chirurgiens. Et donc on les voyait et l'objectif était vraiment de répondre à leurs questions
parce qu'ils avaient souvent beaucoup de questions et leurs questions étaient souvent liées soit à une problématique à l'anesthésie, soit au retour de bloc, sinon c'était lié à la douleur en post-opératoire. Et donc là-dessus, on menait un recueil de données, on utilisait notamment d'ailleurs Hildegard-Peplo qui permettait justement de créer une sorte d'alliance thérapeutique avec le patient et d'amener un maximum d'informations pour sécuriser la prise en charge. Donc ces consultations faisaient vraiment partie du parcours de soins, du chemin clinique, comme on l'entend aujourd'hui par exemple dans les protocoles RAC, et donc faisaient partie du chemin clinique et tous les patients passaient par cette consulte pré-op infirmière et notamment infirmiers cliniciens, puisque c'était l'exigence des deux chirurgiens. Donc voilà, donc on collaborait avec les chirurgiens, on faisait des comptes rendus, Pascal en a bien parlé tout à l'heure, et il est vrai que ce qui est important, c'est de tracer, c'est pas tracer forcément dans un dossier de soins infirmiers, mais c'est tracer sous forme d'un compte rendu où on notait toutes les observations que l'on avait pu faire auprès du patient ou des patients, et puis les actions que l'on avait menées. Et notamment, ces actions, c'était des méthodes non médicamenteuses, type respiration abdos, relaxation, tout ça pour travailler sur le niveau d'anxiété et d'amener les gens à diminuer leur niveau d'anxiété avant d'arriver au sein de la clinique. Donc, 2 chirurgiens qui ont suivi l'infirmière. Moi, je suis venu en complément. On était salariés des 2 chirurgiens, donc c'était pas rien. Donc, c'était quand même sur leur denier personnel. Et il se trouve que ça a porté ses fruits puisque la clinique, il y a quelques mois, nous a contactés pour mener ces consultations au sein de toute la clinique. Donc voilà ce qu'il en est pour ce type de consultation. Je rappelle que c'est vraiment un projet perso, c'est un projet qui se construit, c'est un projet qui se mûrit, mais qui est tout à fait accessible à tous les infirmiers qui souhaitent mener des consultations, quel que soit leur type. Merci Giuseppe. Oui, merci. Alors, pour ma part, j'ai eu l'occasion de mettre en place la consultation infirmière à l'époque lorsque j'exerçais en libéral. Et je me souviens d'un patient auprès de qui j'avais mis en place la consulte dans le cadre d'un suivi personnalisé. En fait, c'était un patient qu'on avait en charge donc de façon hebdomadaire où on facturait un AIS4. Hein, c'était à l'époque de la démarche de soins infirmières. Donc, c'était un patient qu'on avait une fois par semaine pour un suivi pilulier, prise en charge de surveillance clinique. Ce monsieur, il avait perdu sa femme et c'est vrai qu'il était dans un cheminement de deuil difficile et à chaque passage, il était très agressif, ça allait pas du tout. On voyait qu'il y avait vraiment des difficultés dans l'acceptation du deuil de sa femme. Et du coup, je lui avais je lui avais proposé un entretien d'aide, de le faire. Enfin voilà, je lui avais dit si vous voulez qu'on en discute, je sens que c'est compliqué pour vous. Donc si vous voulez que je vienne, que pour ça. Et puis comme ça, on pourra voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment vous vivez les choses, etc. Donc c'est comme ça que je lui avais proposé des séances de consultation infirmière, donc des séances de relation d'aide. Ce monsieur donc avait accepté les séances de consultation. Comme c'était quelqu'un qui était suivi déjà par mes collègues et moi dans le cadre d'une démarche de soins infirmières, je lui avais dit que en fait les séances de soins seraient en financement personnel, qui devrait me payer directement. Donc il n'avait pas posé de problème par rapport à ça. Il avait dit oui, il n'y a pas de souci, je payerai, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'avais mis en place 3 séances en fait, ont suffi pour un petit peu améliorer sa qualité de vie, son acceptation du deuil de sa femme. Voilà, donc 3 séances réalisées à domicile que bien entendu j'ai tracées dans le dossier de soins. Donc voilà, le patient m'avait payé directement, donc c'était des honoraires non conventionnés que j'avais rentrés dans ma 2035 à l'époque. Voilà, donc comme quoi, quand même les patients sont en démarche de soins infirmières ou en BSI, vous pouvez proposer de la consultation infirmière, vous pouvez proposer un suivi infirmier en plus de cela. Et c'est vrai que il est vrai qu'on a certaines représentations par rapport au paiement direct des patients pour les professionnels de santé, mais lorsque les patients voient une plus-value de la consultation, voient une plus-value de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir, en fait, ils sont capables de payer directement le professionnel de santé. J'avais fait une facture à ce monsieur qui avait soumis cette facture à sa mutuelle, puisqu'il y a des mutuelles qui prennent en charge de temps en temps des choses annexes. Et donc du coup,
Voilà, comme ça, il pouvait essayer de se faire rembourser la consultation infirmière. Mais voilà, en tout cas, à domicile, c'est aussi faisable de proposer de la consultation infirmière, même hors démarche de soins infirmières ou hors bilan de soins infirmiers aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, donc c'était encore un petit exemple de consultation à domicile. Voilà, merci Pascal pour cette présentation. Merci. Nous allons, voilà, donc je voulais juste présenter donc effectivement la formation consultation infirmière qui a été toute refaite cette année, donc qui est aujourd'hui sur 9 jours et donc proposée en 4 modules. Donc un parcours qui est très pratico-pratique avec des experts vraiment qui ont mis en place la consultation infirmière dans leur cabinet et qui vous feront partager toute leur expertise par rapport à la mise en œuvre donc de la consultation infirmière auprès de vos patients. Alors, tout de suite, quelques questions que j'ai pu noter. Alors déjà, première question sur la facturation, Pascal. On a parlé de différentes formes de facturation. Nous avons eu une question sur est-ce qu'il y a un pourcentage que l'on peut réaliser à domicile de consultation infirmière? Est-ce qu'il y a un nombre qui est restreint par la sécurité sociale ou est-ce qu'il n'y a pas de règle de facturation par rapport à la consultation infirmière et on peut en faire autant qu'on veut, j'ai envie de dire? Et est-ce qu'on ne peut faire que ça au cabinet infirmier, que ce soit à domicile ou en recevant les patients à son cabinet? Pour répondre à cette question, en fait, il y a deux types de consultations. Il y a une consultation infirmière qui peut être réalisée dans le cadre de la nomenclature. Donc, tout ce que j'ai cité précédemment, y compris les bilans de prévention, seront de façon conventionnelle, puisqu'on est sur une tarification qui est déjà normée. Après, vous pouvez avoir une consultation infirmière qui est propre à une activité, une spécialité que vous avez décidé de mettre en place. Donnons un exemple, j'ai envie de faire une prise en charge sur l'anxiété des personnes, par exemple. J'ai développé des compétences autour de la relaxation, visualisation, le toucher massage, parfois même l'hypnose. Mais je peux mettre en place une consultation dédiée à l'anxiété, le stress de la personne. Derrière, je vais avoir des outils qui vont me permettre de traiter cette personne et je vais donc établir moi un tarif pour la prise en charge globale. Et donc le tarif, ça sera du hors convention dans ces cas-là. Le hors convention se déclare dans la deuxième ligne de la 2035 puisque comme ce sont des honoraires non conventionnés, il y a cette déclaration à faire, mais vous devez avoir 50 au moins, il ne faut pas dépasser le montant des honoraires conventionnés. En fin de compte, c'est ça. Parce que sinon, vous êtes soumis à la TVA après derrière, dès le premier centime. Mais sinon, il n'y a pas de limitation. Et d'autant plus, il n'y a pas de limitation si vous faites de la consultation sur des soins qui sont conventionnés. Ça ne pose pas du tout de problème. D'accord, très bien, merci Pascal. Alors juste, je vais répondre à Fabienne qui vient de nous demander, qui vient de poser une question donc par rapport à l'exemple que j'ai donné dans le cadre du deuil. Effectivement, Fabienne, nous sommes des infirmières, nous ne sommes pas des psychologues ni des psychiatres. Dans le cadre de notre rôle infirmier, en analysant une situation, on va poser un diagnostic infirmier sur une situation d'un patient. Là, en l'occurrence, le diagnostic infirmier, c'est deuil problématique, qui est un diagnostic infirmier parce que, en fait, la personne n'a pas la bonne stratégie d'adaptation face à une situation qui va le mettre en difficulté. Dans ce cadre-là, les interventions qui vont découler de ce diagnostic infirmier sont des interventions infirmières. Et ces interventions infirmières, elles vont graviter en fait autour d'actions, donc d'accompagnement, de faire parler le patient, de lui faire exprimer ce qu'il ressent, ses émotions. Et donc, pour mener à bien cet entretien thérapeutique, j'avais utilisé le guide de la théoricienne Hildegard de Peplo, donc avec certaines phases, donc 4 phases qui permettent de mener un entretien thérapeutique. Voilà. Mais ça reste du rôle infirmier. Effectivement, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, donc on ne va pas chercher le pourquoi du comment le patient réagit comme ça. Ce qu'on va faire, nous, en tant qu'infirmière, c'est aider le patient à trouver une stratégie d'adaptation plus adaptée à la situation. Voilà. Donc, c'est là où, en fait, on est sur le rôle infirmier et pas sur un rôle de psy. Alors, d'autres questions ?
Alors, d'autres questions. Est-ce que, Pascal, les sites internet sont considérés comme de la publicité lorsqu'on veut faire lorsqu'on veut promouvoir cette action de consultation? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des sites internet? Est-ce que c'est de la publicité? Comment est-ce que ça se passe? J'ai vu cette question de Béatrice notamment. Alors, j'étais dessus aussi. Alors, Béatrice, le code de déontologie précise dans sa dernière version qu'il est tout à fait possible d'avoir un site internet. Bien évidemment, il est hors de question de dire « je suis la plus belle, la meilleure, venez chez moi ». Donc ça, ce serait publicitaire. Par contre, vous avez le droit de dire que vous avez un cabinet qui est installé à tel endroit avec un numéro de téléphone qui est ouvert de telle heure à telle heure et qui propose les soins courants. Vous pouvez lister. Vous pouvez aussi lister les diplômes, les compétences que vous avez acquises sur des diplômes qui sont reconnus. Et tout ça n'est pas considéré comme de la publicité. Bien évidemment, dès lors que vous direz « venez chez moi plutôt que chez la voisine à côté », là, vous serez répréhensible et vous n'avez pas le droit de vous mettre en avant ni de payer le site internet pour faire en sorte que systématiquement, quand on tape infirmière, ce soit votre nom qui revienne dans votre commune en premier. Parce que ça, c'est publicitaire, justement. C'est de la publicité. Voilà, là, on est sur de la publicité. Mais sinon, pas de souci, on peut avoir un site internet, bien évidemment. Très bien, merci Pascal. J'ai vu également passer la petite question sur les exemples généraux qu'on a pu citer par rapport à nos différents apprenants qui ont mis en place la consultation. Donc effectivement, il y avait différents modes de financement par rapport à ces consultations. Je sais que par exemple, l'infirmière qui avait mis en Corse en place la consultation sur le sevrage tabagique, elle intervenait dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Et du coup, sa consultation était financée par un projet ARS, par la CISA, dans la MSP. Donc après, tous les projets sont un petit peu différents et finançables d'une façon un petit peu différente. Ça peut être dans le cadre des CPTS, des MSP, ça peut être dans le cadre de l'article 51 avec des protocoles de coopération, avec un projet bien financé d'une façon particulière. Et ça peut être aussi dans le cadre de l'ARS. Voilà. Une petite question également. Quelle est la différence entre consultation infirmière et éducation thérapeutique, Pascal ? C'est une question qui nous a été posée. Alors moi je dirais que la consultation infirmière, elle est beaucoup plus généraliste que l'éducation thérapeutique qui est plutôt ciblée sur des thématiques et qui demande pour être organisée à avoir un financement ARS derrière, etc. C'est très cadré. Vous devez avoir un chef de projet qui aujourd'hui peut être une infirmière, mais c'était pas le cas il y a encore quelques années. Je dirais que la consultation infirmière, elle est beaucoup plus libre et libérale dans son mode de fonctionnement. Que si on reprend tout simplement la définition de la consultation de l'infirmière au sein de l'OMS, l'OMS dit bien que l'infirmier a un rôle d'éducation à la santé et on peut faire de l'éducation à la santé à l'intérieur d'une consultation infirmière, chose qui n'est pas toujours réalisable dans le cadre de l'ETP, qui est strict par rapport au domaine sur lequel il est financé. Ça ne concerne que la maladie chronique, l'ETP. Ouais, c'est ça aussi, oui. C'est ça. Très bien. Donc, j'ai vu également passer quelques questions sur les bilans de prévention. Alors, je rappelle à tous les participants que nous avons organisé donc un webinaire spécifique au bilan de prévention que vous pouvez retrouver donc sur le site de ISIS. Vous pouvez retrouver le replay. Et effectivement, il y a, pour répondre à Delphine qui posait la question, est-ce qu'il existait des questionnaires pour guider les infirmières pour effectivement faire ces bilans de prévention? Oui, il existe effectivement différents outils pour questionner les patients et pour mettre en place ces bilans de prévention. Mais là, je vous renvoie sur le webinaire qui a été fait et donc sur le site de ISIS. Dernière question, Pascal, faut-il un dossier spécifique? Faut-il tracer donc ces consultations infirmières? Alors, comme dans toute action de prise en charge infirmière, il y a la nécessité d'une traçabilité. Je rappelle que la traçabilité des écrits en France, elle est de 20 ans dans le monde de la santé. Bien évidemment, il vous faut un petit compte rendu, je dirais une sorte de mini-relève de chaque consultation. Et donc, il est préférable sans doute d'avoir un dossier un peu organisé où vous aurez une partie un peu administrative de la prise en charge du pourquoi, du comment. Et puis, vous aurez des fiches synthèse qui vous permettent de retracer. N'oubliez pas que cette consultation infirmière, elle peut aussi être faite dans le cadre d'un cabinet avec plusieurs
intervenant, infirmier, et que bien évidemment, le patient, il va pas raconter son histoire à chaque fois qu'il revoit un infirmier, et donc il faut avoir une storyboard, un storyboard qui permette de savoir où on est, qu'est-ce qui a été vu la fois précédente, qu'est-ce qui est prévu cette fois-ci, si on veut que il y ait un bon suivi. C'était un exemple que j'avais sur des infirmières de Perpignan qui prenaient en charge des patients en addictologie. Elles étaient 2. La première fois, elles recevaient toutes les 2 le patient, et après, le patient était au courant qu'il avait l'une ou l'autre infirmière, mais elles avaient un bon suivi, et donc elles ne répétaient jamais ce qui avait été fait la fois précédente. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir une traçabilité, ne serait-ce que pour la reconnaissance du travail qui est effectué aussi, je dirais. Du travail qui a été fait. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cet épisode. Le temps est passé très, très vite. Pascal et Giuseppe, merci beaucoup. Le sujet est vraiment passionnant. On voit bien toutes les perspectives. Voilà, on voit bien vraiment les perspectives possibles pour le métier d'infirmier. Un immense merci à vous derrière vos écrans pour votre présence, votre participation à travers toutes vos questions. Je rappelle que le replay de cet épisode vous sera envoyé par mail. N'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur les formations ESIS, notamment la consultation infirmière, qui est finançable donc par le FIFPL, qui existe sous 2 formats, en présentiel, en classe virtuelle, qui sont répartis donc sur 9 jours en 4 modules. Il reste encore quelques places, donc si vous voulez vous inscrire sur les sessions qui sont déjà planifiées, n'hésitez pas à consulter notre catalogue, le site internet et à contacter le standard téléphonique pour avoir de plus amples informations. Voilà, donc vraiment toute l'équipe de ESIS est là pour vous et pour vous accompagner. Nous vous donnons rendez-vous le 19 avril prochain pour la suite de notre saga. C'est un épisode consacré à la notion d'infirmière référente. Ce webinaire sera animé par Louise Ruiz. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, bon courage à celles et ceux qui reprennent la tournée et merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur notre prochain épisode et prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.